Municipal de Moronites. Welcome everybody to the January meeting of Council. I'd like to start off by wishing everybody a happy new year, all the best, health, prosperity, and everything else will follow. Donc, je souhaite à tout le monde pour l'année 2023 santé, prospérité et le reste suivra. Donc, bonne réunion. Je vois que dans la salle, tout le monde comprend le français, donc on va faire la réunion en français. If there's any English questions, please don't be shy to speak up. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Aucune question. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Madame Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions? Non. Moi, j'en avais un détail. Je vais te laisser faire le commentaire. On va juste adopter le procès-verbal avant. Qui propose l'adoption du procès-verbal? Je propose. M. McLaurin propose. M. Saunier voulait juste faire un petit commentaire concernant son vote sur les règlements d'urbanisme. En ce qui a trait au règlement d'urbanisme, j'avais dit un oui, mais le oui était... j'ai mal interprété ce qui avait été dit. Le oui était par rapport à la présentation au préalable des détails du changement de la REC 1 à RF 5. Ça devrait se faire ce soir. Merci. Merci, M. Saunier. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire relative au budget du 14 décembre. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? You're looking the wrong way. I'll look that way this time. Conseil du patrimoine, Peter, you ready now? 3.3, procès-verbal de la séance du comité local du patrimoine du 8 décembre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? M. McLaurin propose. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Prochain, 3.4, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 7 décembre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, modifications? Pas de commentaires. M. Saunier, est-ce que vous proposez? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.5, procès-verbal de correction de la résolution 411.11.22, nomination de lieutenant éligible. M. Trippin. Oui, c'est une correction d'une copie sur le nom du lieutenant éligible en question. Son nom est de... Je ne l'ai pas à la... En fait, c'était pas le précédent qui avait été... Juste pour enlever le mot éligible au lieu de c'est lieutenant tout court. OK, pas lieutenant éligible. Son nom était bon, c'est qu'on avait. Merci, Mme Louise. Bon, il n'y a pas de proposition pour ça, M. Trippin? Non. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Aucune question. 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Vous avez également pris connaissance de ce rapport-là. Y a-t-il des questions? Non. Pas de question. 4.3, rapport sur les transferts budgétaires. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Pas de question. Bon, 5.1, bord de route dépenses. À ce moment-ci, je veux juste déclarer qu'il y a un gros paiement à David Riddle Excavation, donc je vais me retirer temporairement de la réunion. M. Lemire va prendre la réunion pour la résolution 5.1. M. Lemire. J'ai revu le rapport de route de dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2022, qui s'élève à 2 402 888 000. Est-ce que j'ai le chiffre? Okay. Alors, entre autres, il y a un bordereau de dépenses pour David Riddle Excavation au montant de 1 457 348 $. Alors, c'est l'ensemble des travaux. Vous vous rappelez les subventions qu'on avait eues du ministère des Transports pour la rue Belle-Île, rue 32 Belle-Île et Lakeshore. Lakeshore.
Alors, c'est entre autres ce montant-là qui fait que le bordereau de dépenses s'élève à 1 457 348 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour le Je propose. Louise propose. Bon. Merci, M. Lemay. Merci. 5.2, état des activités financières, M. Lépine. Oui, bien alors, on arrive au terme de l'exercice financier 2022. Alors, il reste encore certaines dépenses à compléter en lien avec cet exercice financier-là. Il reste également certains revenus à entrer, mais pour l'instant, on se dirige vers un surplus qui devrait avoisiner les 250 000, 300 000 $ pour l'exercice financier en cours. Ça, c'est après avoir pris en compte en fait, la charge supplémentaire extraordinaire liée à la tempête du 21 mai dernier, alors, qui va se révéler être au montant de 182 000 $ pour la municipalité, là, une fois qu'on a appliqué la subvention du gouvernement provincial là, pour le programme d'indemnisation. Parfait. Donc, surplus léger à peu près de 300 000 $, incluant le montant qu'on a dépensé pour le derecho. Le coût total pour le derecho du 21 mai était d'au-dessus de 600 000 $. Pour ramasser toutes les branches dans la municipalité, les arbres et chipper tout ça, ça a coûté quasiment 600 000 $. On est éligible à une subvention de 400 000 $. Donc, il reste environ 200 000 $ à payer par les gens de la municipalité pour le ramassage et le nettoyage de toutes les branches et les arbres qui ont tombé durant la tempête. 5.4.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 655-2023, modifiant le règlement 577-2019 sur l'administration financière, afin de mettre à jour certaines dispositions concernant les autorisations de dépenser et les délégations de pouvoir. Monsieur Lépine. Oui, alors, donc, le titre de ce règlement le dit, modification du règlement sur l'administration financière de manière à procéder à certains ajustements des limites quant aux autorisations de dépenser des directeurs de services. Donc, la limite pour le directeur général passerait à 27 500 $, le directeur des finances et de l'administration à 7 500 $, le directeur des travaux publics et des infrastructures 17 500 $, la directrice de l'urbanisme et de l'environnement à 7 500 $ et la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à 9 000 $. Et le projet de règlement contient un article qui délègue à votre œuvre de serviteur le pouvoir d'affecter un employé municipal à un des comités consultatifs. Pourquoi le faire? C'est parce que dans les règlements municipaux des différents comités consultatifs, ce pouvoir-là est désigné comme appartenant au conseil directement. Donc, on ne fait que confirmer ce qui est déjà dans la pratique. Parfait. Qui donne l'avis de motion? Qui donne l'avis de motion? M. le maire donne l'avis de motion. Merci. Dans le fond, c'est juste pour ajuster les montants de dépenses au coût actuel de toutes les dépenses que les directeurs y ont à faire. Avant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ajusté, donc on l'a monté un petit peu pour que ça reflète un peu les nouveaux coûts qu'on a à faire face. 5.4.2, avis de motion et dépôt de projet, règlement 658-2023, modifiant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle relativement au fonctionnement des comités de sélection et à la création du fichier de fournisseurs. Monsieur Lépine. Oui. Alors, ce règlement modifie le règlement sur la gestion contractuelle afin d'étendre les dispositions du règlement relatives au comité de sélection à l'ensemble des appels d'offres publics ou sur invitation dont la loi requiert la nomination. Il ajoute des exigences pour les personnes nommées membres d'un comité de sélection pour préserver leur intégrité et celle du processus d'adjudication des contrats, ainsi que pour assurer leur indépendance et leur impartialité. Il prescrit des responsabilités aux membres des comités de sélection que ces derniers doivent obligatoirement accomplir durant leur mandat. Le règlement définit également les fonctions du secrétaire d'un comité de sélection et dicte qu'il est la seule personne autorisée à entrer en contact avec un des soumissionnaires pour obtenir des précisions sur une soumission en conformité avec le règlement et la loi. Et enfin, le règlement prévoit des dispositions sur la création du fichier des fournisseurs pour les contrats de gré à gré, ainsi que ceux octroyés suite à un appel d'offres sur invitation, afin, entre autres, d'assurer une meilleure application de la politique d'achat de la municipalité. Merci. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Padneau donne l'avis de motion. Merci. On va aller à 5.4.3, avis de motion et dépôt de projet, règlement 659-2023 sur les mutations immobilières. Monsieur Lebel.
Alors, ce projet de règlement remplace l'ancien règlement concernant des mutations immobilières. C'était le règlement 553-2018. Essentiellement, on vient ajouter donc, un palier d'imposition de 3% pour les résidences qui ont une valeur imposable de plus de 1 million de dollars. Et également, on vient colmater là, une petite brèche à l'intérieur de l'ancien règlement là, quant aux propriétés dont la valeur imposable était exactement de 500 000 Qui donne l'avis de motion pour la modification du règlement? Donne l'avis de motion. M. Saunier donne l'avis de motion. Merci beaucoup. On va aller à 5.4.4, avis de motion et dépôt de projet, règlement 660-2023, pourvoyant au financement de l'acquisition des lots 3 736 572, 3 923 313, 3 737 105, 4 474 782, 3 735 925, 3 735 850 et décrétant un emprunt en conséquence. M. Lépine, peut-être un détail là-dessus. Oui, alors il s'agit donc du règlement d'emprunt qui vise à financer l'achat des lots qui sont connus comme étant ceux qui appartiennent à la famille Basler, donc aux entreprises Basler. Règlement d'emprunt au montant de 2 655 000 $. Donc, on parle d'un montant de 2,4 millions de dollars auxquels s'ajoutent, bien entendu, les frais de financement de ce règlement d'emprunt-là. Règlement d'emprunt remboursable sur une période de 20 ans et qui sera payable par l'ensemble des contribuables de la municipalité. Donc, juste pour rappeler aux gens qui ne sont pas souvent en réunion de conseil, on va acquérir tout le terrain entre ici et la rivière qui appartenait à la famille Basler pour une somme de 1,8 million. On va acquérir le chalet de l'autre côté de la rue dans le parc Basler, le chalet et le terrain pour 550 000 $ et un terrain au coin de Lac-Éco, pas loin de 16 arpents, où le chemin commence à s'affaisser pour un montant de 50 000, qui donne un total de 2,4 millions. Ça peut paraître gros, mais je peux vous dire que c'est un terrain stratégique dans la municipalité. C'est comme notre Central Park qu'on va rajouter au parc ici. Et éventuellement, s'il y a des égouts communautaires pour le centre du village, c'est là que l'usine de traitement va avoir lieu. Donc, c'est la raison pourquoi le conseil veut acheter tous ces terrains-là. On parle d'une superficie d'à peu près de 30 acres ici au centre du village. Même pas un acre avec le bâtiment et 2 acres sur le chemin du Lac-Éco. Avec un total d'à peu près 35 acres de terrain pour 2,4 millions. Donc, ceux qui veulent voir les plans sont disponibles. On peut vous les montrer si vous venez à l'Hôtel de Ville. Pour la prochaine séance, quand on va adopter le règlement d'emprunt, on montrera un plan de ça. Qui donne l'avis de motion? Oui, je donne. M. McLaurin donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 5.4.5, dépôt, liste des contrats de 2 000 $ et plus, excédent 25 000 et le total des contrats excédant 5 000, c'est pour dépôt, M. Lépine? Oui, en vertu de l'article 961.4 du Code municipal, donc je dépose cette liste de contrats au cours de la dernière année. Et la liste est disponible sur le site web de la municipalité? Bien sûr. Parfait. 5.4.6, dépôt de l'organigramme 2023 de la municipalité, mais c'est pour dépôt. Dans le conseil, vous avez tout vu ça. On est rendu à peu près avec 50 employés permanents et 40 quelques employés temporaires à la municipalité de Montréal. C'est quand même, on est rendu à un gros employeur. 6.1, rapport mensuel du directeur du service d'incendie. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Aucune question. Non. On n'a pas reçu le rapport de la Sûreté du Québec. On va aller aux travaux publics. 7.1, vous avez pris connaissance du rapport de M. Desfossés. C'est des questions? Non. On va. 7.2.1, contrat acquisition d'une chargeuse rétrocaveuse pour remplacer celle qu'on a déjà. Vous allez faire. Oui, alors c'est un projet qui avait été planifié déjà dans l'exercice financier précédent et donc un estimé des coûts du contrat pour l'acquisition d'une chargeuse rétrocaveuse fondée sur une étude sommaire de l'état du marché automobile pour ce type de véhicule. L'administration a procédé à un appel d'offres public via le SEAO pour l'achat de cette chargeuse rétrocaveuse. Nous avons bien entendu respecté tous les paramètres qui sont prévus dans notre règlement sur la gestion contractuelle
Et la municipalité a reçu 2 soumissions dans les délais prescrits par le devis, soit une soumission de Paramount 4 Québec au prix total de 338 026,50 incluant taxes, et Longus Equipment au prix total de 320 258,26 incluant taxes. Et donc, recommandations, les vérifications, évidemment, d'usage et obligatoires par la loi ont été effectuées. Recommandation vous est faite d'être jugé de contrat à Longus Equipment Incorporé pour 320 258,26 taxes incluses selon les termes du devis, puisque c'est le plus gros soumissionnaire conforme. Merci. Merci. Proposé par Mme Cossette. C'est bon. Juste pour informer les gens de la salle, ça, c'est des contrats qui incluent l'entretien complet de ces machines-là. C'est avec aussi option de rachat ferme à la fin de ces contrats-là. Donc, à chaque 5 ans, on remplace la chargeuse rétrocaveuse avec une valeur résiduelle garantie sur la machine et l'entretien au complet est inclus là-dedans. C'est des contrats qui ont très bien marché par le passé, donc on continue dans la même veine. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 722, contrat service de marquage des chaussées, option de renouvellement et ajout de quantité. Monsieur Lépine. Oui, alors dans ce cas-ci, d'abord, il y a d'une part l'exercice d'option de renouvellement qui était prévu au contrat, qui a été adjugé en mars dernier au montant de 73 576,54 taxes en su à ligne MASCA. Et l'autorisation du Conseil est requise pour procéder à un ajout demandé par la municipalité au montant de 8 000 pour divers demandes additionnelles et des rues additionnelles qui sont ajoutées depuis la dernière année là, pour du lignage un peu partout sur le territoire de la municipalité. Merci. Qui propose l'ajout de 8 000 au contrat? Mme Paton? Tout le monde est d'accord? Oui. L'augmentation de 8 000 au fait, c'est pour faire du marquage au sol un petit peu plus élaboré concernant la cohabitation des piétons vélos sur certains chemins, donc le chemin Belle-Île, le rang 2, d'autres secteurs qu'on veut essayer de démontrer aux automobilistes qu'il y a des cyclistes, qu'il y a des marcheurs, et puis on veut essayer de mettre ça un petit peu plus clair pour tout le monde pour que ça soit plus sécuritaire. Donc, c'est pour ça l'augmentation du contrat. 731, contrat service professionnel en ingénierie pour les places et devis pour le système d'assainissement des eaux usées. Monsieur Lepine. Oui, alors, comme le Conseil l'a voté dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025, nous passons pour le projet d'assainissement des eaux usées à l'étape de la préparation des plans et devis, ainsi que la présentation des demandes de subvention, du financement et des appels d'offres afférents. La municipalité a besoin de s'adjoindre les services professionnels d'ingénieurs pour franchir cette étape. La proposition qui est faite au Conseil, c'est de poursuivre le travail qui a été amorcé avec BHP Conseil et de leur accorder un contrat de 47 600 $ taxes en su pour la réalisation de toutes les étapes qui sont prévues pour l'année 2023. Merci. Qui propose l'octroi du contrat à BHP? M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Ça va nous permettre de présenter notre dossier au ministère de l'Environnement pour obtenir le certificat d'autorisation et les subventions en conséquence. Avant d'aller plus loin dans ce dossier-là, c'est sûr qu'il va falloir faire une présentation complète où tous les gens qui vont être affectés par le service d'égout domestique et tous les coûts au moment qu'on va connaître les subventions vont être présentés. Et suite à ça, les gens ils décideront si on va de l'avant ou non avec le projet. 732, adoption, rapport 2021 sur l'utilisation de l'eau. Donc, vous avez tous pris connaissance du rapport fait par Mme Caron. Y a-t-il des questions? Pardon? Qui propose l'adoption? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça démontre très bien les efforts que la municipalité fait pour chercher les fuites et colmater les fuites. Donc, les consommations de nuit à Morlaix sont très basses, ce qui indique qu'on a un bon contrôle des fuites sur notre réseau d'accueil. Prochaine étape, c'est probablement les compteurs d'eau. C'est ça qui va être la prochaine étape dans la stratégie de consommation d'eau potable. 733, contrat service d'accompagnement technique des aqueducs renouvellement. Monsieur Lepine. Oui, alors dans ce cas-ci, il s'agit de renouveler l'entente que nous avions avec l'entreprise la firme Aquatec pour le support technique pour les services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable, essentiellement là, pour nous permettre de continuer de bénéficier
donc de soutien technique professionnel quand notre électromécanicien est en congé ou est absent. Donc, renouveler cette entente-là pour un montant de 26 760 $ plus taxes, c'est une légère augmentation d'environ $1 millier par rapport à l'an dernier. Merci. Qui propose l'octroi du contrat à Aquatec? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez tous pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? Il y en a beaucoup. 8.1, un rapport mensuel de notre directrice en urbanisme, Mme Durand, qui est avec nous ce soir. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Ça va? Il y a eu 66 maisons neuves à Montréal en 2023. Rapport sur les permis et certificats, donc c'est pour des pots. Oui, la valeur est de, je ne me rappelle pas par cœur. Valeur des maisons neuves, par cœur. La bon. valeur totale, Oui. oui, tu l'avais présenté au budget. Ouais, Ça c'est environ 50 par millions. cœur. je pense. Ouais, je sais pas. 66 fois une plus qu'un demi-million. Ouais, je pense qu'on est dans le coin de 50 millions. On a dépassé l'année passée, nous, en termes de valeur, mais Mais de toute façon, je vais le présenter au ouais, par cœur. le mois prochain. Moi non plus, je sais. Peut-être, La prochaine aligne. Ouais, ça fait à peu près 50 millions de gains. je pense que c'est ça. Bon, ressources humaines, 8.5.1, obtention de statut de personne salariée régulière et levée de probation pour l'inspecteur municipal. Donc, considérant les dispositions de la Convention collective des cols bleus et blancs de la municipalité, attendu que M. Michael Duhem a été embauché à titre d'inspecteur municipal pour le service de l'urbanisme et de l'environnement le 13 avril 2022 à un statut de personne salariée temporaire. Attendu que M. Michael Duhem a obtenu le statut de personne salariée à l'essai le 14 décembre 2022, il est proposé de confirmer la fin d'approbation et l'obtention du statut de personne salariée régulière de M. Michael Duhem, inspecteur municipal, et suivant les dispositions de la Convention collective en vigueur. Qui propose l'embauche de M. Michael Duhem? Mme Cossette? Tout le monde est d'accord? Oui. Je pense que c'est une belle acquisition pour la municipalité. Il travaille très bien, M. Duhem. 8.6.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 656-2023, modifié à le règlement 567-2019, sur le comité consultatif de l'environnement concernant le mode de détermination du président du comité. Donc, à la demande de M. Saunier, on veut modifier le règlement pour que ce soit pas obligatoire que ce soit un membre du conseil qui soit président du comité CCU. Donc, M. Saunier, vous proposez? Je propose. Donc, proposé par M. Saunier que je pense que c'est les membres du comité qui vont voter leur président. C'est C'est ça? CCU. Oui, CCU, c'est déjà ça, mais CCE. Bien, merci beaucoup. 8.6.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement 657-2023 sur les pesticides et les fertilisants. Monsieur Lépine. Oui, alors ici, il s'agit d'un projet de règlement qui vient moderniser le texte du règlement précédent, le règlement 339 concernant les pesticides qui avait été adopté il y a pratiquement 22 ans par la municipalité. Je rappelle donc que la municipalité avait été l'une des premières à l'époque à adopter un règlement concernant les pesticides. Donc, on vient de moderniser l'écriture de ce règlement. On vient également ajouter des volets liés à l'utilisation des biopesticides et des biofertilisants, parce que la société, depuis 22 ans, a bien entendu évolué. Et voilà, alors on vient un peu aussi resserrer, se donner les moyens de faire une meilleure application de la réglementation sur notre terrain. Merci. Qui donne l'avis de motion pour le pesticide? Patnaud, tout le monde est d'accord? Oui. Oups, c'est l'avis de motion. Prochaine fois, on sera tous d'accord. C'est bon. 9.1, vous avez pris connaissance du rapport de notre nouvelle directrice des loisirs, Mme Gauthier. Y a-t-il des questions? Non. 9.6.1, embauche des patrouilleurs et surveillants de plateau pour la saison hivernale 2022-2023. Donc, c'est pour compléter les équipes. On va embaucher M. Mathieu Richard comme patrouilleur à l'échelon 5, M. Normand Forgette, patrouilleur à l'échelon 7, Olivier Marois, patrouilleur à l'échelon 4, et Simon Bourbonnière-Basque comme surveillant à l'échelon 1. Qui propose l'embauche de ces... Je propose. Merci. Proposé par M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Tout le monde a pris connaissance de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité. Y a-t-il des questions? Ça va? À ce moment-ci, j'aimerais ça, juste avant la période de questions, que Mme Durand me fasse une petite présentation. J'ai peut-être pas été assez précis avec le changement que le Conseil a fait au niveau de la zone RF versus REC à côté de Ski-Morin. Donc, Mme Durand va nous faire une petite présentation sur les différences entre ce qui avait été proposé originalement. Au fait, de l'ancien règlement, ce qui a été proposé originalement, ce que le Conseil a adopté et le raisonnement en arrière de ça. Si vous avez des questions là-dessus, bien, durant la période des questions, je vais répondre à toutes vos questions là-dessus. Mme Durand. Donc, bonsoir tout le monde. Jennifer Durand, directrice d'urbanisme et environnement. On va prendre quelques minutes de votre temps pour bien vous expliquer un peu plus les changements qui ont été apportés là, au règlement qui a été adopté le 14 décembre dernier versus les avis de motion et les règlements qui vous ont été présentés là, le 28 septembre dernier et ceux à lesquels on a discuté à la consultation publique le 18 octobre. Donc, bref, ordre du jour, je vais faire un survol sur les procédures de consultation qui sont prévues et obligatoires en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On va parler du règlement numéro 416, qui est le règlement qui est en vigueur depuis 2007. Et on va regarder c'est quoi la distinction entre la zone REC, qui est récréative, versus une zone RF, qui est résidentielle de foresterie. Donc, dans un premier temps, comme vous savez, on a eu une période, une séance en fait de consultation publique officielle le 18 octobre dernier. Donc, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité, elle est tenue de tenir en fait au moins une séance de consultation publique. Donc, nous, elle a eu lieu le 18 octobre dernier, dans lequel plusieurs personnes étaient présentes, ont déposé des commentaires, ont posé des questions. Nous, la date officielle de consultation publique était le 18. Par contre, on a étiré ça pendant environ un mois. Donc, c'est pour vous donner le temps de prendre connaissance des règlements, de nous envoyer des suggestions écrites. Donc, on a reçu beaucoup de courriels, d'éléments à ajouter, d'éléments à changer, à modifier ou à apporter plus de précision. Donc, suivant ça, moi, je me suis assise avec tous les membres du conseil municipal et on a passé au travers des demandes, en fait, qui avaient été reçues par les citoyens. Et pour chaque demande, le conseil a dû prendre position. On accepte, on refuse, on ajoute une précision ou on laisse des statu quo. Suivant ça, la municipalité n'est pas tenue d'effectuer une deuxième assemblée de consultation publique. Elle peut adopter avec changement ou sans changement ses règlements. Ce soir, je vais vous présenter quelques changements qui ont été effectués, mais ce soir, je vais vous présenter le changement qui semble inquiéter en fait plusieurs personnes. Donc, je vais les présenter, puis après ça, on va être là pour prendre vos questions. Dans un premier temps, je pense qu'on vient comprendre tous les changements pour partir du tout début. Hein. Donc, le règlement 416, c'est un règlement qui est en vigueur depuis 2007. Donc, la propriété, en fait, les propriétés du secteur concerné sont dans la zone 27 du règlement 416. Donc, le règlement qui est en vigueur depuis 2007. Si on regarde ici, il y a plusieurs usages qui sont autorisés. Donc, l'usage résidentiel classe 1, groupe 1, habitation unifamiliale isolée. Et j'ai une série d'usages commerciaux qui sont également autorisés que je vais vous présenter sur la prochaine diaporama. Donc, ça, ce qui est important de comprendre, c'est que depuis 2007, un promoteur ou un citoyen régulier aurait pu déposer une demande de permis à la municipalité pour faire un des usages suivants. Et la municipalité, sa demande était conforme, était dans l'obligation de procéder à l'émission du permis. Donc, depuis 2007, on peut construire des maisons, on peut faire des arénas, un club athlétique, un gymnase, une piscine, une salle de quilles, des résidences de tourisme partout, un hôtel, une auberge, un gîte, un motel. On peut faire également une plage, un centre équestre, des terrains de sport, un parc d'amusement, une piste de course, un heliport. Je les nommerai pas tous, là. Mais comme vous voyez, depuis 2007, pour ce secteur-là, les portes sont grandes ouvertes. Là. Il y a beaucoup d'usages qui étaient autorisés. Et là, c'est sûr, quand on a commencé à réviser en fait le plan d'urbanisme et les règlements, le conseil s'est penché. Ce pas des usages qu'on voit au renvers de sommet Mornay. Donc, c'est certain qu'il y a un gros ménage qui a été fait. Et le ménage qui a été fait,
dans un premier temps, c'est la zone REC 1 qu'on a présentée le 18 octobre dernier, qui était un changement assez drastique si on regarde à qu'est-ce qu'on pouvait faire avant versus ce qu'on peut faire maintenant, qui était seulement du commerce de récréatif extérieur, donc la randonnée pédestre, si on veut. Et là, vous voyez les zones récréatives comme étant de couleur verte. Mais je vous demanderais d'enlever la couleur verte et d'imaginer une autre couleur. Rose, mauve, bleu, la couleur de votre choix. Le vert ne veut pas nécessairement dire espace vert. C'est une couleur qu'on a affectée pour désigner les zones récréatives sur l'ensemble du territoire. Comme que les zones résidentielles de villégiature, elles sont jaunes, et les zones ARF, elles sont oranges. C'est une couleur qu'on a mis par choix. Donc ça, c'est ce qui avait été présenté. Et là, c'est certain, comme j'ai mentionné tantôt, on a fait la consultation publique. Cette proposition-là a sans doute fait plaisir à certaines personnes. Les personnes qui ont des terrains ici, ceux-là n'étaient pas contents. Parce que ceux-là, ils considéraient que ce que la municipalité a fait, c'était une forme d'expropriation déguisée. Parce qu'on en enlevait tous les droits. Je vous assure, ce n'est pas l'expropriation déguisée. La municipalité pouvait le faire. Par contre, suivant les nombreuses lettres ou appels qu'on a reçus de citoyens qui sont propriétaires de l'eau dans ce secteur-là, on s'est repositionné parce qu'on a eu des demandes, effectivement, pour réviser les choix qui avaient été faits. Le conseil s'est réuni et le conseil a décidé de faire un compromis, ce qu'on appelle, parce que si on regarde le plan de zonage, les secteurs qui sont encore très peu densifiés, si on veut, à Mornex, on les a tous zonés ARF, donc la zone orange. Ce secteur-là, c'était le seul qu'on a zoné comme étant récréatif. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on appelle, nous, le compromis. Donc, on a décidé de mettre ça ARF. Donc, c'est sûr, les usages qu'on permet, si on regarde à ce qui était permis avant, aujourd'hui, je permets de l'habitation unifamiliale isolée de type H1 seulement. Donc, je permets que l'habitation unifamiliale. Tous les usages commerciaux ont été enlevés. Par contre, je permets les usages qui sont autorisés sur l'ensemble du territoire, comme les jardins communautaires, les parcs, terrains de jeu, sentiers, pistes cyclables, vélos, raquettes, tout ça, ça demeure autorisé. Mais pour que les personnes qui sont propriétaires là, se sentent moins brimées de leur droit à la propriété, on leur a remis la possibilité de construire des maisons. Mais il n'y a plus de location à court terme, plus d'Airbnb, c'est des maisons seulement. Ce secteur-là, correspond également, vous le voyez, là, à un secteur qui est cadastré, mais qui n'est pas développé. Il n'y a pas de rue qui est là. Il y a certains lots qui ont été cadastrés à une époque XYZ qui ont des droits acquis au lotissement. Peut-être certains ont des privilèges au lotissement ou peut-être certains en ont pas. Il y a deux choses que c'est bien important de comprendre. C'est en fait les droits acquis au lotissement et le droit à la construction. C'est pas parce que ce terrain-là est loti et est cadastré que systématiquement, la Ville donne un permis de construction. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le droit au lotissement, c'est le droit de se cadastrer. Donc, d'avoir une superficie de terrain qui est inférieure à la norme qui est prescrite à la grille. Et dans ce secteur-là, tout nouveau morcellement de terrain doit avoir une superficie minimale de 16 000 m². Mais ceux qui sont là, qui sont en droits acquis, ils ont un droit acquis. Mais quand ils vont vouloir construire, tous les règlements qui ont été adoptés le 14 décembre dernier sont applicables. Donc, on passe au PIA, on a un pourcentage d'espace naturel à respecter, on doit respecter les marges, le taux d'occupation au sol. Tous les nouveaux règlements, ils s'appliquent. Si on n'est pas capable de tout respecter, bien, moi, je ne peux pas sortir le permis. Fait que ça, c'est bien important de comprendre. C'est certain qu'un terrain cadastré dont les dimensions sont dérogatoires, donc qui sont inférieures, peuvent être jumelés. Donc, on peut les rendre plus gros. Ils ne sont pas obligés de se conformer à la norme de 16 000, mais si j'ai un terrain, par exemple, de 1 500 et je veux acheter voisin, bien, je pourrais faire un lot de 3 000. Ça, c'est possible. Par contre, au moment de la dépôt du demande de permis de construction, je vous rappelle que tous les règlements demeurent applicables. Et pour ce faire, et pour avoir le permis de construction, en fait, on doit être conforme. Et je l'ai dit un peu plus tôt, tout le secteur en question, c'est le secteur que vous voyez ici en haut. Il n'y a pas de rue qui est construite. Pour construire, il faut être adjacent à une rue publique ou une rue privée conforme qui est reconnue au sens de nos règlements.
La rue, chemin des Hauteurs, elle arrête ici. Donc, tout ça, c'est une rue qui est projetée, que dans nos règlements, on ne reconnaît pas. On a ici l'ancien cadastre du chemin Charbonneau, qui était un chemin public, que la municipalité a décidé de fermer en 2021. Pourquoi on l'a fermé? Parce qu'on a toutes nos pistes qui passent par ici. Donc, nous, on a fermé ça pour protéger nos pistes, puis parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un fasse « Hey, c'est un chemin public, ça, vous allez revenir me mettre aux normes. » Donc, nous, c'est fermé. On a eu des demandes pour le réouvrir. Le conseil ne veut pas. Ils sont unanimes là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose que c'est bien important de comprendre. J'ai dit également tantôt, mettons, tu sais, c'est des lots de 1500, 2000. Il y a des normes qu'on doit respecter. Tantôt, j'ai parlé des marges de recul, les taux d'implantation au sol. Mais il y a les puits, il y a les fosses septiques, il y a d'autres règlements également qui s'appliquent. Et il y a beaucoup de contraintes également dans le secteur. Vous les voyez ici en pointillé. Ça, c'est les cours d'eau qui sont connus et qui sont relevés. Mais il y en a d'autres. Et quand quelqu'un vient nous voir pour un projet de lotissement ou un projet de développement, on demande une nouvelle caractérisation du secteur. Il y a un biologiste qui passe, qui fait un relevé de tout, et quelqu'un qui veut construire une rue doit être à 60 mètres de tout lac, tout cours d'eau et tout milieu humide d'une superficie de 500 mètres carrés et plus. Donc moi, quelqu'un qui vient me voir et me dit « Jennifer, je veux construire la rue telle que telle », la rue, le tracé n'est pas conforme, là. La rue, elle passe dans le cours d'eau, on ne peut pas passer dans un cours d'eau comme ça. On peut le traverser, mais on ne peut pas le dévier ou le longer. Ça, ce n'est pas des choses qui sont permis. Et Sommet-Mornay, c'est un secteur qui est attrayant pour tout le monde, puis sans doute pour un promoteur aussi. Pourquoi il n'y a jamais eu de développement là encore? On est en pente, il y a des contraintes naturelles, il y a des règlements qui disent qu'une rue, c'est une pente maximum de 14 sur 150 mètres. Après ça, ça me prend un plateau de 5 C'est pas facile là, à aller développer là. Est-ce que c'est impossible? Je ne dirais pas que c'est impossible. Tout peut être possible, peut-être, mais c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout aller là. Puis quelqu'un qui veut faire un projet doit acheter les terrains de Pierre Jean-Jacques. C'est pas une personne qui a tous ces terrains-là. Il y a Sommet-Mornay, oui, qui en a. Mais après ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui est propriétaire de tout ça. C'est ça, je voulais juste en fait vous préciser aujourd'hui, c'est que l'espace vert que vous avez vu disparaître, c'est pas un espace vert qui était une zone de conservation, un milieu qui était, comment vous l'expliquer? Je veux juste pas que vous visualisez le vert comme étant un espace vert. Vous voyez-le d'une autre couleur. En fait, c'était une zone qui était récréative. C'est pas une zone qui était conservation. Et si la municipalité n'avait pas pris les démarches pour changer le règlement, ben, on aurait pu avoir un super gymnase, une belle piste de course en haut. Je pense pas que ça vous aurait tenté ça non plus. Puis ça, c'était porte ouverte depuis 2007. Donc maintenant, ce qu'on permet, c'est une simple maison unifamiliale conforme à tous les règlements en fait, qui ont été adoptés le 14 décembre dernier. Ça, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, juste pour vous donner un peu plus de précision sur c'est quoi les changements qui ont été faits, c'est quoi qu'on permettait avant, puis c'est quoi en fait l'impact que ça a aujourd'hui. Merci beaucoup, Jennifer. De rien. Je pense que c'est très clair. Je vais juste peut-être expliquer la position du conseil là-dessus. Là, nous autres, c'est carrément une question d'équité envers les propriétaires terriens qui sont là versus les autres propriétaires qui sont zonés ARF. On s'est posé la question, on dirait pourquoi qu'on limiterait eux autres versus les autres qui sont ARF dans des zones qui sont similaires et non développées. Le conseil s'est dit, ben c'est pas juste envers ces propriétaires-là, et c'est pour ça qu'on a fait le changement. J'ai peut-être sous-estimé la réaction des gens qui pensaient que c'était un parc, puis ça n'était pas un, là. Mais c'est pour ça qu'on fait la présentation ce soir. Je pense que c'est très clair au niveau de ce qui est possible dans cette zone-là. Puis j'aimerais ça que M. Lépine fasse peut-être la présentation sur la suite des choses réglementaires par la suite. Là. Comment ça va fonctionner pour l'adoption des règlements d'urbanisme. Oui. Je ne sais pas si les gens ils voient Hugo, c'est comme caché dans les terrains. Ouais. Alors, conformément donc à la loi, parce qu'on suit de scrupuleusement ce qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la semaine dernière, nous avons donné un avis public donc pour informer les citoyens du recours qui est disponible devant la Commission municipale du Québec. Si un citoyen, conformément à la loi, veut demander à la Commission de se prononcer sur la conformité
des règlements d'urbanisme adoptés le 14 décembre dernier au plan d'urbanisme qui a été adopté le même jour. Donc ça, c'est possible pour une période de 30 jours depuis la semaine dernière, donc à la date de l'émission donc de la vie publique. Les règlements, en fait, tous les règlements qui ont été adoptés le 14 décembre ont été envoyés à la MRC des Pays d'en haut, qui, elle, fait le contrôle de la conformité de ces règlements-là avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Et par la suite, il y aura ouverture des registres pour les règlements de zonage et de lotissement. Donc, on doit attendre de recevoir les certificats de conformité de la MRC avant d'ouvrir les registres. Mais lorsque l'on les recevra, avis public va également être donné et il y aura approbation des personnes habiles à voter. Et c'est l'ensemble des personnes habiles à voter qui devront approuver les règlements de zonage et de lotissement. Donc, en clair, ce que ça veut dire, ouverture des registres, comme je le disais, pour le règlement de zonage, ouverture du registre pour le règlement de lotissement, et les citoyens qui souhaitent la tenue d'un référendum sur ces deux règlements-là devront être au nombre de 419. Donc, il devra y avoir 419 signatures pour le règlement de zonage et 419 signatures pour le règlement de lotissement pour forcer la tenue d'un référendum. S'il n'y a pas de 419 signatures dans l'un ou l'autre, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, le changement majeur, on avait parlé que le processus référendaire allait se passer au mois de janvier. Ce n'est pas le cas. On a vérifié auprès des instances et il faut attendre l'approbation de la MRC. Donc, aussitôt qu'on a l'approbation de la MRC, on va avertir tout le monde que le processus référendaire va débuter par avis public. On va le mettre sur le site web. On va, à la réunion du conseil, juste avant, on va en parler. Fait que s'il y a des gens qui veulent la tenue d'un référendum concernant le règlement de lotissement ou de zonage, bien, ils peuvent le faire. Je pense que c'est important de dire qu'aller passer de porte à porte et demander des gens de signer une pétition, ça ne sert absolument à rien. Il faut que les gens viennent à l'hôtel de ville pour signer le registre s'ils veulent un référendum. Parce que ça n'a aucune valeur légale, quelqu'un qui nous emmène une pétition avec 100 noms ou 200 noms. Durant la COVID, c'était permis, ce n'est plus permis. Puis même durant la COVID, c'était ça aussi. Fait que je voulais juste que tout le processus soit clair, je voulais que le changement soit clair. Je pense que Jennifer a fait une plus belle présentation que moi. Hein? Elle est très bonne là-dedans, c'est pour ça que je lui ai demandé d'être ici ce soir. Il y a des gens qui pensent, puis j'espère qu'ils vont se réviser un peu, il y a des gens qui pensent que le conseil ou les anciens conseils étaient proches des promoteurs immobiliers, puis peut-être qu'il y avait des choses qui n'ont été pas correctes. Moi, je veux juste vous rassurer qu'il y a quelqu'un récemment qui a fait une plainte à la Commission municipale du Québec pour demander à la Commission de vérifier toutes les transactions, les ententes et tout ce qui s'est passé entre la municipalité et les promoteurs durant les 15 dernières années. Ils ont fait leur analyse, tout est conforme. Fait que tout est complètement conforme d'un bout à l'autre durant les 15 dernières années. Fait que j'espère que ça va un petit peu rassurer les gens qu'on n'est pas pro-promoteur, on n'est pas pro quoi que ce soit. Nous autres, on est pour l'équité entre les gens et on est toujours pour les citoyens de Morknights, qu'ils soient des commerces, des citoyens ou des promoteurs. Donc, on essaie d'être égal avec tout le monde. Ça termine la présentation. Je ne sais pas si vous avez, avant qu'on puisse laisser Jennifer partir, est-ce que vous avez des questions sur le changement de zonage? Y a-t-il des affaires particulières que Jennifer peut peut-être répondre mieux que moi avant qu'on la laisse partir avec son petit... Madame Scargiassi, Can you repeat all that in English, please? The whole thing? Starting from Hugo. For the... Whatever Hugo just said. Yes. And what you just said. Yes, Repeat all that absolutely. in English? Absolutely. So the next steps for the adoption of the bylaws will be the approval at the MRC. So the MRC is now analyzing our bylaws to see if they're conform to the schéma d'aménagement, which is the general plan of the MRC. Once that is done, they will give us an approval, and then we will start the process for people to sign the register if they would like a referendum. Now, if somebody wants a referendum on the zoning bylaws or the lotissement bylaws,
They have to come and sign, register at the town hall. You need 419 signatures to ask for a referendum, and it has to be at the town hall. You can't ask for a petition and send in a petition with 100 names. That's not the way it works. Somebody has to come to the town hall. You have to show identification, and then you sign the register if you'd like a referendum on those two bylaws. So we will be informing everybody how everything is progressing as soon as the MRC comes back with the bylaws and the approval, we hope, of our bylaws. We will be informing everybody when the dates of the register will be. So that will be on our website. We will be talking about it at the council meeting just before the register, and we will try and keep everybody in the loop as much as we can. Now, like I was saying at the end, some people have insinuated in the past that the council, not this council, but the previous councils might have been very close to promoters and have favorized promoters in certain ways. Someone made a complaint to the Commission Municipale du Québec, asking them to check all the dossiers and ententes and everything that were done with between the town and promoters over the last 15 years. They came and got over 1,200 documents at the town, analyzed all the documents done in the last 15 years between the town and promoters, and came to the conclusion that everything was 100% correct. So I just want to reassure everybody that the council, and always will be, we are for the citizens of Morin Heights, the citizens being promoters, being businesses, or being citizens. Our goal is to try and be equal with everybody and to treat everybody fairly, and I think that's what we've done in the past, and that's what we're going to keep doing. So that's exactly what I said. So you need 419 for each Yes. of the zone, for the zoning, and 419 for the Subdivision. subdivision. Exactly. To forge the referendum. How many people or property owners complained about your change in the zoning? How many people complained? Yeah. I have 2 people that emailed that are here with us tonight. I don't know how many went to see Jennifer, maybe 10, 12, I don't know. Does that seem fair that 10 people complained and you require 419 people to That's- counter that? That's the law. That's the law. So that means, we're hoping it means that everybody is satisfied, not that, that people are not being treated fairly. Madame Smargies. Merci beaucoup pour les clarifications. En fait, je pense que c'est comme ça. En fait, il y a des choses là, qui sont plus claires, mais j'ai quand même quelques questions. J'aimerais peut-être juste un petit commentaire. J'ai regardé tous les propriétaires et le 3/4 des propriétaires de cette zone sont des compagnies à numéros. Il y a une douzaine peut-être au plus de citoyens, donc je suis quand même un peu surprise là, de la réponse que vous donnez par rapport aux plaintes. Mais ma question n'est pas sur ça. Ma question, elle est en lien avec le processus. En fait, je suis surprise que vous ne soyez pas tenu par la loi de déposer un deuxième projet de règlement, étant donné qu'il y a une modification au projet de règlement qui a été soumis à consultation. C'est pas la même Non, procédure. c'est pas la même procédure. En fait, ce sont les articles 110.10.1 et 136.0.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui s'appliquent dans ce cas-là. On parle d'une révision de règlement d'urbanisme et d'un remplacement de règlement, et c'est exactement la procédure qu'il y a à suivre. Nous l'avons suivi scrupuleusement, conformément. Bon, en fait, personnellement, c'est ce qui m'avait vraiment fait très réagir, parce que je m'attendais que suite à une modification aussi importante, les citoyens aient été informés d'une modification au projet de règlement qui a été soumis pour consultation. J'ai une deuxième question. L'adoption d'un second projet, c'est dans les cas de modification. Moi, je veux juste répondre à Mme Smargies, là, parce que normalement, c'est à moi de poser les questions. Là. Le Conseil a analysé le changement au complet, puis suite à la consultation publique, on a eu des commentaires des gens, des propriétaires du secteur. Les 3 plus grands, si vous regardez en superficie, là, les 3 plus grands propriétaires du secteur, c'est Sommet Morin Heights, qui est Ski Morin Heights, M. Dutil, M. Nesbitt, Mme Bouffard, et je ne me rappelle pas de l'autre personne qui est à côté, en superficie, Coulomb. Ça, c'est les personnes, au fait, qui sont venues voir Jennifer pour dire, écoute, nous autres, on ne trouve pas ça fair. L'analyse du conseil a été faite en ce sens-là. Puis moi, je peux vous dire qu'on ne trouvait pas au niveau du conseil que c'était un si gros problème que ça, là, honnêtement. J'ai peut-être sous-estimé la réaction. Mais encore une fois, nous autres, c'est une question d'équité. On trouve que c'est équitable, le changement qui a été fait. C'est pour ça qu'on l'a fait, tout simplement. Ma deuxième question est en lien, en fait, pour bien comprendre les impacts là, de cette modification-là. En fait,
si je comprends bien, le règlement intérimaire qui avait été adopté suite à Kicking Horse ne permettait pas de rue qui allait permettre plus que 5 maisons. Ouais. Est-ce que je dois maintenant comprendre qu'il serait possible, avec l'adoption du nouveau règlement, qu'il y ait des routes avec plus que 5 maisons qui soient construites maintenant sur cette zone qui est actuellement vierge d'habitation? Pas juste cette zone, toutes les zones à cette heure. Si un Effectivement. si un projet est déposé conforme à la nouvelle réglementation, suite à son adoption, là, on n'est pas rendu là présentement, c'est les 3 règlements qui s'appliquent, Jennifer? C'est les Parce que- Donc, l'ancien règlement, le règlement de contrôle intérimaire et le nouveau, celui qui est le plus restrictif, s'applique. Ah, Pour c'est l'instant. ce que je n'avais pas saisi. Pour Donc, l'instant. Mais suite à l'adoption du nouveau règlement, c'est lui qui va s'appliquer. Donc, il va être possible d'avoir des routes Oui. avec plus que 5 habitations Absolument. sur la montagne de Moore Heights maintenant. Mais pas le centre de ski, hein. Il faut Non, non, s'entendre. derrière le centre de ski, tout Exact. à l'ouest, donc Exact. de Mais le ski pas Moore juste là, Heights. toutes les autres zones Ouais. où il y a des Effectivement, habitations. mais fermées, c'est les vierges d'habitation, donc c'est quand Présentement, même oui. une Mais il y en a d'autres aussi modification dans qui n'est pas Kilpatrick, il y en a minable. d'autres sur le rang 4, il y en a d'autres pareil. Mais Mais vous avez raison que oui, c'est possible Merci. à l'adoption. sont tous assujettis au règlement sur Oui. les PIA. Exact. Parce que maintenant, Oui. toutes les opérations cadastrales, toutes les rues y Oui. passent. Donc, ils ont des critères. Donc, passer dans le secteur du moindre impact, éviter de traverser le cours d'eau. Quand on traverse le cours d'eau, on sort tout de suite. Le tracé du moindre impact doit être déterminé par un biologiste. Donc, on a plus de viande là, pour pouvoir avoir notre mot à dire sur comment cette rue va être construite et où elle va aller. Et il y a des critères d'analyse et d'objectifs que le promoteur va devoir rencontrer. Il y a aussi les études Hydrogéologique. Oui, exactement, qu'on demande. Donc, pour tout lotissement majeur de 5 lots et plus, on va aller s'assurer qu'on a assez d'eau souterraine pour pouvoir desservir le projet. Et il va devoir également démontrer que le sol peut recevoir un système de traitement sanitaire. Donc, comme ça, si jamais les lots sont morcelés et ils sont vendus, ben, au moins on sait que la personne est protégée, il y a de l'eau et on peut mettre une installation sanitaire. Donc, oui, c'est possible, mais conforme à toutes les nouvelles dispositions qui ont été adoptées là, le 14 décembre dernier. C'est important de dire aussi, tous les terrains qu'on parle en haut qui sont subdivisés en petits lots. Ça a été fait dans les années 80, OK, à la création de Ski Moore Heights. Eux autres, ils voyaient grand. Hein, ils voyaient des maisons de ville un peu partout. Puis si vous regardez le lotissement, il y a plusieurs lots qui sont faits pour des maisons de ville. D'autres lots qui sont faits pour des maisons avec service d'aqueduc égout. Puis il n'y aura jamais d'aqueduc égout en haut là-bas. Là. Nous autres, la ville, on n'est même pas capable. On n'est pas capable. On n'est pas rendu même à mettre l'égout au centre du village. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va aller mettre ça là-bas. Puis l'aqueduc, je peux vous dire que nous autres, avec Ski Moore Heights, je pense qu'il reste peut-être une vingtaine d'unités sur l'ensemble du territoire. Puis les autres sont plus intéressés, je pense, à agrandir le camping que d'étendre l'aqueduc en haut. Là-bas. Pour l'instant, moi, je ne suis pas trop inquiète avec le développement en haut là-bas. Les contraintes, comme Jennifer disait, sont assez élevées dans ce secteur-là. Et le zonage qu'on adopte avec le nouveau règlement est assez restrictif que je pense que même s'il y a un promoteur qui fait quelque chose là-bas, ça va être quelque chose de correct. Dr. Majors? Now, what about all the ski trails that are, all the trails, period, that are in RF5? When everybody subdivides their land, especially Ski Moore Heights, we will be saving all the trails that are on that sector. Sometimes we might have to move some, like we do everywhere else. So our objective when people subdivide, instead of taking money in park fees, we take land or servitudes. So we will be protecting the best we can all the trails that are up. Mr. Nisha? I was just curious about the roads. You're talking about building and considering the hydrographic. With climate change, is that something that is being considered? It hasn't in some parts of ministries and other places. They're talking about increasing the size of culverts because you might get the same quantity, but coming in 2 or 3. And so I was just wondering, is this something that is somewhere in the reflection of the municipality? It's even higher than that. It's all engineers now have to retake courses to consider climate change when they're doing conceptions.
So anybody that does a conception of a road or a culvert has to take into considerations the new curves. They're called IDF curves, intensité, durée, fréquence, and they're all changed. All the IDF curves that were used by engineers in the past are all no good anymore because of climate change. So new ones are coming out by the experts, and the engineers, when they do their dimensionnement, when they do the sizing of culverts and ditches and retention basins, they have to consider the new IDF curves to be able to do the conception. This is in progress, as I understand from. Anytime somebody wants to make a road in Morton Heights, they have to depose plans. Plans are made by engineers. The engineers have to respect the new conception for climate change. Absolument. So Je pense qu'on a demandé aussi de retenir les eaux aussi, d'avoir une politique pour retenir les eaux. C'est Ouais, ce que je précise. Wait, absolument. We've been speaking about that for a long time. We're going to try as much as possible to when somebody does a project, the water in is the same as the water out in time. You know, so if you take a forest, it takes a certain amount of time, a certain amount of percolation, a certain amount of time for the water to get out of that surface area. We're going to be asking promoters to try and respect that as much as possible. The way they do that is with retention basins, because once you've impermeabilized certain surfaces, the water goes out faster from a surface. So we're going to be asking people to try and control that to not get the problems downstream that we're seeing from climate change. Okay. D'autres questions sur ce règlement-là? Sinon, on va laisser Jennifer partir. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Puis, bonne soirée à James. J'espère qu'il écoute. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Monsieur Côté. Oui, bonjour. Bonne année à tout le monde. J'aurais une question. Avec les terrains de Bellevue qui sont achetés, est-ce que ça permettrait de réouvrir, je ne sais pas, depuis 2-3 ans, la Pionnier? Elle est fermée. La fameuse route, j'aimerais bien la faire, mais on ne peut plus la faire. Peut-être M. Jardin est là pour nous aider. Est-ce que ça faisait partie des terrains de M. Mais c'est pas juste M. Balzer, il y a d'autres terrains aussi. Là. Je pense que c'est Mme Loukine qui a été une mauvaise expérience avec un cycliste. Fait que, on n'a pas eu de discussion avec Mme Loukine à date, mais l'objectif, éventuellement, oui, c'est de garder ouvert le plus possible les sentiers. Au moins, on va protéger tout le secteur ici pour ce qu'ils font en tant que tel. Parce que je sais que là où la route s'affaisse, là, c'était une vallée, là, je pense que ça appartenait à la famille Basler. Il y a un bout aussi, mais ça, on n'a pas acheté. La vallée, oui, mais en haut de ça, ça appartient encore à la famille Basler. Là. En haut de César-Pan, ça appartient encore aux autres. OK, ça appartient encore aux autres. OK, c'est comme c'est pas inclus dans les terrains qu'on achète. Hein, c'est ça. Oui. Ouais. OK, ça appartient encore à la famille Basler. Oui. Pour du développement, j'imagine. Je sais pas. Okay. Quel côté ils avaient acheté? Côté d'en bas du côté sud ou côté nord? Côté du lac Mode. Ah, tu n'avais pas acheté où était la piste du Mabotis? Non. It's right across the street from you. Yeah. Long Cottage Road. Yeah, well, okay, right, where Cottage Road is. I mean, they bought the southern part. That corner right there. Yeah. Right across the street. On va juste laisser M. Côté terminer. Oui. En fait, c'est ça. C'est donc la Pionnier, là, elle est encore fermée. Ça se pourrait qu'elle soit toujours fermée. Ben, on va toujours avoir des discussions avec les propriétaires. Ben, malheureusement, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Et là, on a posé plein de pancartes pour dire aux gens de respecter les propriétés privées. Puis je pense que c'est important de le rappeler, là, c'est qu'il y a une grande partie de nos sentiers qui sont sur les propriétaires privés des gens, puis il faut absolument respecter ces terrains. Bon, ça regrette, c'était une belle route. C'est correct, je respecte la propriétaire. Pas de problème avec ça. J'avais questionné, je sais que je l'ai peut-être déjà posé, mais le plan B ou le plan 2, si par rapport aux égouts, c'est sûr qu'on est coincé dans le village, qu'on va vers un cul-de-sac, il faut trouver des solutions. Mais je me souviens à l'époque de M. Desmarais, puis on en avait parlé, lui et moi, à un moment donné comme ça, de façon informelle, à un tuyau qui nous amènerait vers Saint-Sauveur pour travailler avec les égouts de Piémont et de Saint-Sauveur en an. C'est pas envisageable? C'est pas viable. C'est pas viable. C'est trop loin. C'est trop loin, ça prendrait des stations de pompage, ça coûterait 4 fois ce qu'on propose ici. Là. OK. Puis au niveau environnemental, ça serait pas dommageable? Leurs états aérés ne sont pas capables de nous prendre. OK. Déjà. Fait que ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer plus de débit là-bas. Là. Bon, je suis allé au bout de ça. C'est bon. Ma dernière, par rapport au dérecho qui est arrivé, je me questionne, c'est faire une
espèce de récapitulation de ce qui est arrivé, parce que des catastrophes comme ça, on dit qu'il va en avoir, c'est pas moi qui le dis. Celui-là était assez terrible. Si, mettons, ça arrivait dans 5 ans, 3 ans, est-ce qu'il y aurait une façon de faire autrement? Par exemple, moi, je me pose la question au prix du bois d'œuvre, est-ce qu'on pourrait être préparé, si jamais il y a des désastres comme ça, de trouver une façon de récupérer ce bois-là puis de l'envoyer aux scieries? Je me questionnais, est-ce qu'il y aurait eu moyen de, à rebours d'éviter autant de frais et de gaspillage? Moi, je pense qu'au niveau des frais, si on ferait autre chose que ce qu'on a fait, ça aurait coûté plus cher. Parce que c'est plus intense au niveau du labor. Ce qu'on a fait, c'est vraiment mécanisé. Hein? C'est les machines sont allées chercher ça avec une pelle, avec des clames sur les terrains des gens. On a amené ça dans un lieu, puis on a chippé avec un chipper industriel. Je pense que c'est le moyen le plus efficace de s'en débarrasser. La majorité de ce bois-là, c'était les branches. C'est sûr que ça serait le fun, mettons, d'être capable d'avoir un endroit, puis faire un tas, puis peut-être même laisser les gens couper leur bois de chauffage, je ne sais pas. Mais avec le temps qu'on avait, puis les ressources qu'on avait, c'était le moyen le plus efficace de s'en débarrasser. Je pense que les citoyens ont apprécié, hein, on était les premiers à nettoyer partout dans la ville. La question, en fait, c'est si jamais ça arrivait encore, on procéderait pas vraiment de la même Nous autres, façon. on pensait être capable d'utiliser les chips pour la biomasse. Oui, oui. On pensait que ça allait être un débouché intéressant. Malheureusement, toutes les usines, ils ont trop de biomasse. Fait que le marché n'était pas là, ça nous coûtait plus cher d'envoyer ça, mettons, à Tursault là, pour l'usine à pâte et papier que de l'étendre sur le centre de ski. Fait que, on a fait le moins cher pour les citoyens, mais effectivement, si jamais il y a une solution qui est plus éco-responsable, on va l'envisager. Ça complète. C'est tardif? Oui, j'ai parcouru le plan d'urbanisme. J'ai trouvé très bien fait. Malheureux, ceux qui l'ont fait, chapeau. Elle vient de partir. Là. Très, très bien fait. Ouais. Puis, le seul, peut-être que j'ai mal lu ou interprété, vous n'avez pas aucune pièce que vous parlez de reddition de compte et puis de temps pour accomplir tous les projets que vous avez mis là-dedans. Dans le plan urbaniste, c'est des... Des vœux pieux? Pas des vœux pieux, mais je vous dis, c'est des objectifs. C'est une vision à long terme. Il y a des choses là-dedans qu'on ne peut pas quantifier rapidement au niveau du temps. C'est sûr que nous autres, c'est où on veut s'en aller. Le plan urbaniste, c'est ça que ça dit. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Les moyens qu'on va le faire, je donne un exemple, le comité d'environnement veut nous donner des projets à faire au niveau de l'environnement, mais ça, c'est des choses qui vont se faire plus rapidement. Il y a des choses qui sont un petit peu plus lentes, mais de vous dire aujourd'hui qu'on est capable de quantifier et de donner des dates pour les objectifs, je vous dirais qu'on n'est pas capable. Si je peux me permettre. Ah oui, bien En fait, toute la révision aussi des règlements d'urbanisme, c'est le plan d'urbanisme qui guide les règlements, leur modification, leur évolution, il faut qu'on soit en lien avec ce qu'on a dit dans le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est comme la grande vision, et l'outil, ce sont les règlements qui vont mettre la vision à l'avant. J'étais un peu désappointé pour les terrains à Basler. Ça me débine pas mal. Ben, peut-être éventuellement on va en acheter d'autres, mais pour l'instant, 2,4 millions, on trouvait que c'est un investissement assez important pour les payeurs de taxes de Montréal. Tu es obligé de me pogner avec encore? Ben non, vous êtes comme ma soeur. J'ai compris que vous avez fait la paix. C'est Lisha. Oui, on 14th of December, I had a question about these amounts, the fines for exceeding or not respecting the 15-meter limit on riparian zones. And I might have understood, looking through things, that there's a sort of overall, anytime there's an infraction of more heights, like $1,000. Is that applicable, or I'd like to refer you to Monsieur Lépine. I'm not 100% sure of the number. Pour une infraction à l'intérieur de la bande riveraine de 15 mètres. Parce que it's hard to say they're claiming, fines throughout all the regulations, municipal regulations, but I could answer. I'll take a note, Yes. Mr. Nisha, and I'll get back to you with a written answer. Oui, parce que j'ai pas essayé de revenir sur cette question, je l'ai posée la dernière fois, et j'étais curieux si ça c'était quelque chose qu'une municipalité peut déterminer, ou
comme pour la coupe des arbres, c'est quelque chose d'improvisé par le gouvernement. Parce que, je pense qu'il y a des maximums, là, mais on va tout revenir par écrit avec ça. OK, et je veux juste aussi faire pouce encore une fois ce qu'on est en train de faire sur l'idée que Lina a soulevée la dernière fois de pousser les gens à restaurer tout dommage. En plus de payer l'amende, Ouais. il devrait y avoir une exigence. Mais moi, je pense que c'est déjà obligatoire, mais on va vous le confirmer. Mais des fois, la restauration, c'est on coupe une grande arbre, on plante une Ouais. petite arbre. Non, ça, c'est Mais bon. on peut déplacer les grands arbres à coût de peu près 1 000 pour un arbre de cette dimension-là. Donc, si on veut, On peut. le demander. C'est bon, on a pris bonne note de ça. Je pense que l'amende est 2 000 Je ne sais pas par cœur, madame, mais je vais la regarder. 2 000 pour une compagnie, 1 000 pour un particulier. Ah, bon, vous avez la réponse. Mais on va le valider et on va vous écrire quand même. Okay, and if we can make that so that's a disincentive to promoters who say, $1,000 is nothing. Well, that's the problem with tree cutting and stuff like that. We're not allowed imposing the fines that we'd like to, you know, because that's the objective. We're trying to make people stop cutting trees where they're not supposed to. And, you know, the government of Quebec limits our power in that sense, and it's kind of too bad, you know. But if you at least put it for the Italian, riparian buffer, that would be good. We're gonna check that out, and we'll get back to you with a written answer. Dr. Measures? Yes, the resolution 431-1122 in December 14. The municipality supported Les Sommets for a grant application. Yes. 50% of the cost for projects, including a project at Ski Morin Heights. Could you tell us exactly what was planned? The project for at Ski Morin Heights? Ski Morin Heights is to replace the chairlift, the central chairlift. In the middle, they call it chairlift B après vous chairlift. So one of the projects is that. 2 is to make their camping bigger. 3 was to change or put up to date their sewer system. They have a sewer system that's connected to Primrose, the camping, the Sun de Ski, and on top, Les Hauteurs. The condos up on top of Les Hauteurs, they're all serviced by the Ski Morin Heights sewer system. So that's the projects that were put forward. Which chairlift was that? The main chairlift, the quadruple chairlift, the only one they have right now. Oh, okay. Yep. Okay, thank you. Yep. D'autres questions? Oui, absolument. Le règlement que vous avez passé à soir pour les référendums, le 419, Ouais. c'est-tu nouveau, ça? Pour les référendums. Parler des référendums, ça prenait 419. Non, on n'a pas passé un règlement. On a expliqué que pour les règlements d'urbanisme, pour les personnes habiles à voter, ça prend 419 personnes pour demander un registre de référendum. La raison pourquoi je pose ça, c'est que l'an passé, vous aviez adopté un règlement. Ben, vous aviez pas un règlement. Vous aviez adopté un projet, le projet Boutier, si je me souviens bien. Dans le bout, M. Saunier est au courant, il avait organisé une pétition. Vous avez présenté une pétition. C'est au camp, c'est pas le projet Boutier, c'est le projet au camp. Ah non, Madame Isabelle Sigouin. OK, son projet. Oui. Vous l'aviez accepté, après ça, vous l'avez refusé. Ben, on ne l'a pas accepté. Nous autres, on a présenté le PPC moi. Il y a eu de l'opposition au projet populaire, puis on a retiré le PPC moi. C'est parce qu'il n'y avait pas eu de référendum à ce moment-là. On n'a pas été vers les référendums. Non. Ah, OK. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. Puis le chiffre là, pour les référendums, ça dépend des règlements, ça dépend des secteurs. Si on fait un changement de zonage, mettons, que les règlements sont adoptés, OK? Puis on veut faire un autre changement de zonage plus tard, parce qu'un règlement, ça évolue. Fait que si on fait un changement de zonage, je vous donne un exemple dans Kilpatrick, OK? Kirk. C'est pas Kirk, ouais, Kirkpatrick. Si on fait une zone dans Kirkpatrick, ben dans ce cas-là, c'est les gens de la zone concernée et des zones contiguës qui peuvent voter sur le changement de zonage. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'ensemble des règlements au complet. Donc, le nombre de 419, c'est pour un règlement qui concerne l'ensemble des personnes habiles à voter au complet. Donc, le chiffre va changer selon la modification demandée par le Conseil. OK.
Et là, on parle juste du règlement de zonage et du règlement Lotissement. de lotissement. Exact. On demande, êtes-vous d'accord? Si on a 419 non, c'est 419 personnes qui ne sont pas d'accord Exact. et qui veulent qu'on annule. Donc, ben, qui veulent qu'on ait un référendum. Oui, c'est ça. Qu'on T'sais, va- ouais. Ici, on va en référendum, mais c'est 50% plus 1. Fait que là, Mhm. c'est tout un processus qui s'enclenche. C'est ça. Là, c'est clair. Merci. D'autres questions? Sinon, M. le maire, vous voulez. Je propose la levée de l'Assemblée. On est d'accord? Oui. Merci. Si vous avez d'autres questions, ben, moi, je reste à la fin de la